Les reliefs para-articulaires sont constitués également par les épicondyles. Nous avons ici l'épicondyle latéral et l'épicondyle médial. L'épicondyle médial est anciennement appelé épitroclé. Il s'agit d'une saillie qui est volumineuse, qui est palpable et qui est aplatie d'avant en arrière. Il se positionne médialement et vers le haut par rapport à la trochlée. Cet épicondyle médial présente deux faces et deux bords. Nous avons ici la face antérieure, la face postérieure de l'épicondyle médial, le bord supérieur de l'épicondyle médial et le bord inférieur de l'épicondyle médial. S'agissant de la face antérieure, elle donne insertion aux muscles épicondyliens médiaux avec en haut le muscle rond pronateur et en bas les muscles fléchisseurs. Pour ces muscles fléchisseurs, nous avons le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et le fléchisseur superficiel des doigts au niveau de cette face antérieure et vers le bas pour l'insertion des muscles fléchisseurs. Sur la face postérieure de l'épicondyle médial, nous avons un sillon vertical qui livre passage au nerf ulnaire, anciennement appelé nerf cubital. La section du nerf ulnaire provoque une griffe cubitale avec flexion irréductible des 4e et 5e doigts et abolition de l'adduction du pouce. L'anesthésie, c'est-à-dire la perte de la sensibilité, touche la pulpe du petit doigt, du 5e doigt et la moitié médiale de l'annulaire. Le bord inférieur de l'épicondyle médial, ici, le bord inférieur donne insertion au ligament collatéral ulnaire, anciennement appelé ligament latéral interne de l'articulation du coude. Le bord supérieur, quant à lui, ici, le bord supérieur de l'épicondyle médial donne insertion au chef huméral du muscle rond pronateur et il donne également insertion au septum intermusculaire médial. L'épicondyle latéral est moins saillant donc vous avez ce prolongement moins saillant qui est l'épicondyle latéral. Il est postérieur, latéral et supérieur par rapport au capitulum. Il présente deux faces. Nous avons la face antérieure et la face postérieure pour l'épicondyle latéral, qui est là, anciennement appelé épicondyle tout court. La face antérieure de l'épicondyle latéral accueille les muscles épicondyliens latéraux. Donc, sur cette face antérieure, nous aurons l'insertion des muscles épicondyliens latéraux, excepté le muscle encolé. Nous y reviendrons. Pour ces muscles épicondyliens latéraux, nous avons le court extenseur radial du carpe, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur propre du 5e doigt, l'extenseur ulnaire du carpe, anciennement appelé cubital postérieur, le supinateur et le ligament collatéral radial de l'articulation du coude. Au niveau de la face postérieure de l'épicondyle latéral, nous avons l'insertion du muscle encolé.
Application. La ligne biépicondylaire relie les deux épicondyles et de ce fait, cette ligne biépicondylaire va constituer un repère clinique majeur et constant. En extension complète, l'olecrâne est aligné avec les deux épicondyles. Donc, en extension complète, nous avons ici l'olecrâne qui s'aligne avec les deux épicondyles. Donc, l'olecrâne rejoint la ligne biépicondylaire en extension complète. En flexion à 90 degrés, les trois reliefs, c'est-à-dire olecrâne, épicondyle médial et épicondyle latéral, vont former un triangle isocèle. Nous avons ici un triangle avec une base constituée par la ligne biépicondylaire et deux côtés, l'un avec la ligne passant par l'épicondyle médial et l'olecrâne et un deuxième côté dont la ligne passe par l'épicondyle latéral et l'olecrâne. Et ceci permet de délimiter un triangle isocèle. Nous avons ici un triangle isocèle formé par l'épicondyle latéral, l'épicondyle médial et l'olecrâne. Ça, c'est en flexion à 90 degrés. D'accord? En flexion à 90 degrés, nous n'avons plus l'alignement des deux épicondyles et de l'olecrâne qui forment une ligne. Nous avons plutôt, en cas de flexion à 90 degrés, un triangle isocèle dont la base est constituée par la ligne biépicondylaire et le sommet par l'olecrâne que vous pouvez voir à ce niveau. En application clinique, en cas de fracture supracondylaire, nous avons la conservation de ce triangle entre les deux épicondyles et le sommet de l'olecrâne. Par contre, en cas de luxation du coude, c'est-à-dire perte de contact entre les surfaces articulaires, il y a la rupture du triangle qui est formé par l'olecrâne et les deux épicondyles, médial et latéral. Conservation du triangle isocèle en cas de fracture supracondylienne, rupture du triangle isocèle en cas de luxation, c'est-à-dire il y a déplacement, perte de contact entre les surfaces articulaires. Comme application, les traumatismes de la palette humérale, c'est-à-dire de l'extrémité distale de l'humérus ou de l'épiphyse distale de l'humérus, chez l'enfant, entraînent souvent des calvicieux par engrainement des différents fragments.